Alors, on va parler de la diversité des intervenants en matière et des sources en matière de droit foncier. Donc, comme vous le savez, il y a une multitude de textes qui régissent le droit foncier. D'accord? Donc, on a des textes qui sont issus de la période du protectorat. On a aussi une législation qui est arrivée après pour enlever les dispositions qui étaient contraires aux droits des Marocains concernant, par exemple, les terres collectives. On a eu également des dispositions dans le DOC. On a en fait un éclatement des sources applicables au droit foncier. Et c'est aussi du fait qu'il y a eu une superposition de législation qui s'est accumulée. Ce qui fait qu'on a un problème de visibilité du droit applicable au foncier. Le foncier, c'est à la fois le rural. Le foncier, c'est à la fois l'urbain. Le foncier, c'est à la fois l'agricole. Donc, ça donne une diversité des textes, une diversité des intervenants, mais en même temps, ça donne une absence de visibilité du droit qui est applicable au droit foncier. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens vont dire que le droit foncier est difficile. C'est cet aspect éclaté qui lui donne, en fait, cette difficulté d'appréhender la matière. D'accord? Donc, c'est pour ça que plein de gens disent oui, le foncier, c'est dur. En réalité, c'est uniquement du fait qu'il n'y a pas eu cet effort de compilation du droit foncier. Alors, donc comme vous pouvez le voir, le droit foncier se caractérise par une grande complexité du fait de ses sources. Donc, on a à la fois du droit coutumier. Rappelez-vous, concernant les terres collectives, l'importance de l'urf. Et c'est ce qui a fait que beaucoup de femmes n'avaient pas le droit d'hériter parce que c'était lié au droit coutumier. Vous avez également la partie qui est liée au sharia, donc par rapport au droit musulman. Rappelez-vous la différence entre le système de propriété selon le droit musulman et celui qui a été instauré par les colons avec l'immatriculation foncière. C'est développé de manière parallèle l'immatriculation foncière et puis la pérennité du système traditionnel, ce qui fait que là aussi, il y a une absence de visibilité. Donc, période coloniale, nouvelle législation dite moderne, d'accord, avec le code foncier, mais c'est sur l'immatriculation, sur les biens immeubles. Il y a eu d'ailleurs aussi sur les biens melk, il y a eu sur la gestion des habous, il y a énormément de lois applicables qui ont été mises en place par le colonisateur et qui sont toujours d'actualité. Comme on avait vu la dernière fois, par exemple, la loi sur l'occupation du domaine public de 1918, elle est toujours, on applique toujours cette loi-là et qui est issue du protectorat. Donc, ce qui fait qu'on a une absence de visibilité et donc sur le droit qui va s'appliquer au droit foncier. Et la raison, c'est qu'il y a trop de sources, il y a trop d'intervenants en matière de droit foncier. Les intervenants, donc chaque intervenant, d'accord, il n'est pas destiné à chaque terre. Donc ça aussi, ça participe encore à l'éclatement du foncier. Donc, vous avez déjà le ministère de l'Agriculture qui est présent, qui va s'occuper de la politique foncière en matière agricole, pour les terrains, pour l'agriculture, mais également au niveau de l'Agence nationale de la conservation foncière. D'accord, le cadastre dépend du ministère de l'Agriculture. Donc, vous avez un organisme de tutelle, d'accord, mais qui dépend du ministère de l'Agriculture. Donc, l'agriculture, il y a l'immatriculation, d'accord, le cadastre, et la politique foncière rurale. Concernant les biens du domaine public de l'État, c'est-à-dire les biens dont l'État ne peut pas se détacher. Donc, ça relève du ministère de l'Équipement.
Les biens dont l'État n'a pas forcément une grande utilité et qui rentrent dans ce qu'on appelle le domaine privé, il est géré par l'administration des domaines. L'administration des domaines, c'est sous la tutelle du ministère des Finances. D'accord? Donc, encore un autre intervenant. Concernant la gestion du domaine forestier de l'État, d'accord? Le domaine forestier de l'État, c'est géré par le Haut Commissariat aux eaux et forêts. Concernant les biens habous, d'accord? Les biens habous, vous vous rappelez, on avait vu les habous publics, habous privés. Également, ils sont gérés par un ministère. Le ministère des habous, le ministère des Affaires islamiques. Encore un autre organisme qui gère le foncier. Et vous avez tout ce qui concerne les biens milk, d'accord, qui n'ont pas fait l'objet d'une immatriculation. Et bien ça dépend du ministère de la Justice. Donc il y a trop d'intervenants. D'accord? C'est pour ça que je les ai listés comme ça, pour que vous puissiez avoir cette image de pas chaque bien, c'est pas chaque ministère, mais presque. D'accord? Parce que pour ce qui est des biens qui sont immatriculés, ils sont gérés par le cadastre, d'accord? Par la conservation foncière, qui est rattaché au ministère de l'Agriculture. Donc voilà tous les intervenants dans la gestion du foncier au Maroc. D'accord? Et je n'ai pas fait entrer à l'intérieur l'agence urbaine. D'accord? Parce que l'agence urbaine a également son mot à dire concernant la politique foncière d'une ville. D'accord? Donc, c'est juste pour ne pas le rendre encore plus complexe. On va commencer par la conservation foncière qu'on appelle également le cadastre, qui est rattaché au ministère de l'Agriculture. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un établissement public autonome. D'accord? Donc, quand vous allez acheter un appartement, vous allez payer des frais d'enregistrement. Ces frais d'enregistrement passent par la conservation foncière. Quand vous voulez aller chercher, par exemple, votre titre de propriété, ou vous voulez chercher Shahadat al-Milkiya, comme quoi vous êtes propriétaire, ou le listing de vos propriétés. Donc là, c'est dans le meilleur des cas, vous êtes propriétaire de plein de choses. Donc, ce listing-là, c'est la conservation foncière. Et quand vous allez le demander, est-ce que c'est gratuit? Non. Juste pour aller récupérer votre titre, d'accord, il faut payer 100 dirhams. D'accord? Donc, c'est une autonomie administrative et également financière. Donc, sa mission, c'est quoi? Et ça, on va le voir en détail. Son rôle, il est important dans la phase d'immatriculation foncière. Quand on verra ça la semaine prochaine. C'est de gérer la cartographie du pays et de dire que tel bien appartient à telle personne. Et que quand une personne veut acheter son bien, il faut entraîner la purge des droits. C'est-à-dire que s'il y avait une hypothèque avant, il faut qu'elle disparaisse. Il n'y a pas de transmission des hypothèques. S'il y a un nouveau propriétaire, il ne récupère pas l'hypothèque, d'accord, ça on va le voir après, de l'ancien propriétaire. D'accord? Donc c'est ça son rôle, le cadastre. C'est une sécurité juridique, c'est de dire que le bien appartient à telle personne. Et c'est incontestable. Et on va voir que la procédure, elle est tellement rigoureuse, elle est détaillée, elle est pointilleuse, pour éviter toute contestation et toute revendication. D'accord? Parce que quand quelqu'un a son bien qui est immatriculé, après, c'est difficile pour qu'une autre personne arrive et revendique la propriété du bien. On va voir que la procédure laisse énormément de temps aux personnes qui veulent revendiquer le bien. D'accord? Et il y a ce qu'on appelle les mécanismes des oppositions. C'est-à-dire que quand quelqu'un veut immatriculer, il y a des délais. Quand quelqu'un veut revendiquer la propriété, il y a des délais pour que ceux qui entendent que quelqu'un revendique le bien puissent s'opposer. D'accord? Donc, il y a une publicité avant l'immatriculation pour dire pleine à revendiquer,
Flen va immatriculer pour qu'il y ait une sorte de procédure opposée pour revendiquer la propriété. Le droit foncier, il a ce problème de compilation. C'est quoi la compilation? C'est le fait de prendre tous les textes et de les rassembler dans un code. C'est le cas du DOC, d'accord? Mais le Maroc compile, mais pas tout le temps. Ce qui n'est pas le cas de d'autres pays. Et on va le voir que dans d'autres législations, la compilation va rendre le droit foncier beaucoup plus visible et beaucoup plus malléable. Donc, c'est vrai qu'il est important de réformer le droit foncier, non pas par rapport aux sources, mais par rapport à leur concentration, à leur compilation. Alors, je vous donne un exemple, le code foncier turc. Il est compilé, d'accord? Donc, ça, depuis très longtemps, depuis 1858, et c'est la codification fondamentale du droit foncier. Par exemple, on a des dispositions et ça le rend aussi beaucoup plus facile pour l'investissement. Parce que quand un étranger veut investir au Maroc, il y a cette problématique du foncier et de sa complexité. Là, par exemple, si on le regarde à travers les yeux d'un étranger qui a envie de s'installer en Turquie, il sait qu'il y a un code, il peut aller regarder dans le code et il va se dire, est-ce que je peux acquérir la propriété en Turquie? Et par exemple, le droit pour les ressortissants étrangers d'accéder à la propriété d'un bien est lié à la condition de réciprocité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Turquie accorde le droit de propriété à un étranger si, selon sa loi, exactement, si sa loi nationale, c'est-à-dire la loi de son statut personnel, permet aux étrangers également d'acquérir la propriété. Donc, si par exemple, mon pays ne permet pas la propriété des ressortissants étrangers, sous le principe de la réciprocité, je vais me voir refuser la propriété en Turquie. Donc, voilà, vous avez, ça rend beaucoup plus simple le droit. Également, le droit foncier en Suisse, il est dénommé droit rural. Parce que le foncier, par aspect, pas tout, parce que le foncier, c'est également l'urbain, mais le foncier, c'est aussi le rural. Donc, vous avez par exemple le code rural en Suisse, qui est la loi fédérale sur le foncier, qui est une codification du droit rural. Et pourquoi ils ont codifié? Parce que ça permet d'encourager la propriété foncière au niveau rural. Ça permet également, dans le même temps, de développer le droit agricole, puisque ça existe, d'accord, avec un droit spécifique pour les exploitations agricoles, parce qu'il faut donner des conditions concernant l'exploitation du sol, pour le financement. Donc, il y a des dispositions qui sont propres au rural. Également, de lutter contre la spéculation au niveau rural. Donc, le fait qu'il y ait un code, ça va contrer ce genre de pratique parce qu'il va y avoir une réglementation en Suisse pour éviter ces prix surfaits, en quelque sorte, des terrains agricoles. Également, éviter qu'il y ait des morcellements des terrains agricoles. Rappelez-vous, le problème des terrains agricoles, c'est leur morcellement, ça veut dire des petites parcelles. Et quand il y a des petites parcelles, c'est des exploitations qui ne sont pas très productives. Après, certains disent oui, c'est mieux parce qu'on est dans des exploitations peut-être plus en phase avec les besoins, avec tout ce qui est agriculture biologique, parce que ce n'est pas ce qu'on appelle de l'agriculture intensive. D'accord? Mais n'empêche que quand c'est du morcellement, ça ne permet pas aussi de pouvoir subvenir aux besoins d'un pays si ce pays veut devenir autosuffisant en matière agricole. D'accord? Donc voilà, il y a ce côté compilation. La Turquie, elle a compilé le foncier. La Suisse, elle a compilé le rural. Donc, ça vous donne des exemples de modèles réussis en matière de compilation. Ce qui nous a posé problème au Maroc, c'est cette superposition.
Donc, on avait un droit coutumier, on avait un droit musulman, et ensuite est venue la législation coloniale, dite moderne. Alors, par exemple, je vous ai dit, vous avez le Daïr sur l'immatriculation des immeubles de 1913. Ensuite, il y a eu une amélioration avec le Code des droits réels, d'accord? Vous avez le code, le Daïr sur les immeubles immatriculés de 1915. Et là, la doctrine française a considéré que c'était le code foncier marocain. Par plusieurs aspects, on peut dire oui, parce qu'il concerne les droits et tout ce qui concerne les purges sur les immeubles qui vont être immatriculés, d'accord? Il donne les règles concernant la transmission, la cession, l'extinction, la modification des droits sur un immeuble, mais ça ne concerne que les immeubles qui sont immatriculés. Donc, c'est un code qui n'est que partiel. Exactement. C'est un code foncier, mais un code foncier uniquement pour les biens immatriculés. Donc, ça veut dire qu'à l'époque, les Marocains étaient exclus de ce code foncier qui était exclusivement un code destiné aux colons. Exactement. Donc, non, ce n'était pas un code foncier. Si on est rigoureux et si on prend ce qu'on a vu comme exemple avant, non, ce n'est pas un code parce que le droit, il a une vocation universelle, il a vocation à s'appliquer à tout le monde et le fait d'exclure la majeure partie des habitants du Maroc ne lui donne pas la qualité de code foncier. Donc, je suis contre cette appellation puisque la plupart des Marocains n'avaient pas accès à l'immatriculation. C'était uniquement les indigènes. C'était uniquement les colons. On arrive à la législation post-coloniale. Rappelez-vous sur les terres collectives. On a gardé les dispositions, on a gardé la loi qui a été faite par le colonisateur, on en a juste retiré certaines dispositions concernant les périmètres de colonisation qui ont été modifiés par les périmètres d'irrigation. D'accord? Vous vous rappelez qu'on pouvait exproprier les terres collectives pour créer des périmètres de colonisation. Quand la colonisation est terminée, on a modifié seulement ces articles 8 et 10 et on les a mis comme pouvant être expropriés dans le cadre des périmètres d'irrigation. Donc, il y a eu un daïr spécifique sur les périmètres d'irrigation, d'accord. La réforme n'a touché que quelques dispositions de la loi de 1919 sur la tutelle administrative des collectivités ethniques, d'accord. Ensuite, il y a une loi de 95 sur la limitation du morcellement. Rappelez-vous des propriétés agricoles. Effectivement, il ne faut pas que le morcellement emporte des parcelles inférieures à 5 hectares. D'accord? Bon, je sais, c'est très technique, mais ça vous montre que le législateur marocain est intervenu après. Mais en même temps, il y en a des dispositions qui restent. Par exemple, sur les biens habous, par exemple, les habous publics, concernant la location des biens habous publics, les dispositions, c'est une loi, je crois, de 1917, un truc comme ça, et toujours d'actualité, qui s'applique toujours. Alors, on revient sur la loi 34-94 relative à la limitation du morcellement des propriétés agricoles. Donc, on avait dit qu'il faut éviter le morcellement des terres. Et donc, à l'intérieur des périmètres d'irrigation, la superficie minimale pour une exploitation, c'est 5 hectares. Parce qu'en fait, on estime qu'avec 5 hectares, on est à même de travailler la terre et d'embaucher ou que 2 travailleurs puissent le faire. Donc, cette limitation, c'est un aspect social, c'est un aspect également économique. Donc, on peut avoir des exceptions, on peut avoir des morcellements
ou on peut également avoir des expropriations de ces propriétés agricoles qui sont dans les périmètres d'irrigation. Donc l'expropriation également, c'est dans certaines conditions, il faut qu'il y ait un intérêt public, d'utilité publique. Donc voilà pour la loi 34-94. Ensuite, en 2011, on a eu le Code des droits réels. On a un code, mais ce n'est pas le code foncier, c'est le Code des droits réels. C'est quoi le Code des droits réels? Le droit réel, c'est quoi le droit réel? C'est le droit sur une chose, sur un bien. D'accord. Alors, dans le Code des droits réels, il y a une partie sur les droits réels immobiliers. Il y en a qui disent que le Code des droits réels, c'est un code foncier. Encore une fois, non, mais il ne traite pas que de la propriété foncière immobilière. C'est pas que ça. Il y a tout, exactement. Donc, au droit réel, alors, applicable à la propriété immobilière, aux droits réels, tant qu'elles ne sont pas contraires aux législations relatives aux biens meubles. C'est quoi le bien immeuble? Il y a les immeubles par nature et les autres par destination, exactement. On vient à l'article 6. Les immeubles par nature, c'est les terrains, c'est les biens, les terrains agricoles, les terrains urbains, d'accord? C'est tout ce qui ne peut pas être déplacé, tout ce qui est fixé sur le sol. L'article 7. Sont immeubles par destination tous les objets mobiliers que le propriétaire d'un fonds y a placé pour le service, l'exploitation de ce fonds ou qu'il y a attaché à perpétuelle demeure. Donc les immeubles par destination, c'est quoi? À la base, ce sont des biens mobiliers qui, comme ont été affectés sur un fonds, d'accord, ils deviennent des immeubles par destination. Les cabanes, le fait de mettre une cabane, par exemple. D'accord? Le fait de, par exemple, d'installer une serre. D'accord? Donc, ce sont des immeubles par destination. Exactement. Donc, le code des droits réels, on reviendra dessus. On va travailler dessus juste après. Le DOC. Le DOC contient des dispositions sur le foncier. Donc, j'ai le code des droits réels, j'ai le code foncier, j'ai le code des droits réels et j'ai le DOC. Par exemple, concernant la vente immobilière, les dispositions sont contenues dans le DOC. Pourquoi je n'ai pas un code qui va mettre toutes les dispositions sur la vente immobilière? Il va mettre la vente immobilière, la procédure d'immatriculation, les sûretés, donc les droits réels, toutes les sûretés sur l'immatriculation, sur le bien immobilier, par exemple, je vais le retrouver dans le code des droits réels. Donc ça m'oblige à une sorte de gymnastique à chaque fois de exactement. Et c'est pas bon. Ça rend le droit peu clair. Donc la vente, l'hypothèque, d'accord? Par exemple, les écritures concernant le bien immobilier, sa vente et l'inscription de l'hypothèque, c'est dans le DOC. Alors, le cas de la vente avec option, ça aussi, c'est régi par le DOC, d'accord? Donc, la partie qui s'est réservée le droit d'option doit déclarer que si elle entend tenir le contrat ou s'en départir dans les délais suivants pour les immeubles urbains, les fonds de terre, dans le délai de 30 jours. Donc, l'option, en fait, c'est la vente avec option. Qu'est-ce que c'est? Une vente avec option. Vous faites contrat nommé. Oui, alors c'est quoi le contrat de vente avec option? Exactement, avec une réserve d'achat. Je peux acheter, exactement. C'est comme le leasing. Exactement, ça veut dire que vous louez la chose pendant une certaine durée, par exemple pendant 3 ans, et à la fin, vous avez ce qu'on appelle l'option d'achat. Si vous soulevez l'option d'achat, vous êtes prioritaire pour acheter la chose. Si vous ne la soulevez pas, vous restituez la chose, tout simplement. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est bon?
On va parler de la VFA. La VFA, c'est la vente en état futur d'achèvement. Donc, la VFA, les dispositions de la VFA, elles sont dans le DOC. D'accord? Donc, on retrouve des dispositions sur le droit foncier dans le DOC. La VFA, c'est quoi? C'est le fait d'acheter sur plan. C'est acheter quelque chose qui n'existe pas. Ça fait partie de ce qu'on appelle les contrats sur choses futures. C'est pas encore existant, mais ça a de fortes chances d'exister. Donc l'obligation est parfaitement légale. A contrario, l'obligation qui n'a aucune chance d'exister n'est pas légale. Donc un contrat qui est fondé sur une obligation qui a peu de chances d'exister est un contrat qui est nul parce qu'il a un défaut d'objet. Par contre, quand je suis dans la VFA, le contrat n'a pas un défaut d'objet, sauf que ça porte sur une chose future et c'est tout à fait possible. La VFA, pourquoi on a mis en place une législation sur la VFA? Exactement. Et je vous donne un exemple. Des fois, vous allez dans la rue et vous voyez des immeubles qui sont dans le même état que vous avez sur le diaporama, qui sont pas encore achevés, qui sont à cet état-là. Vous avez énormément de construction dans cet état-là dans les villes. Parce qu'il y a des promoteurs qui ont construit et au fur et à mesure, ils étaient en manque de liquidité, d'accord? Et ils ont arrêté la construction. Ça peut être un manque de liquidité du fait qu'il y a eu des abus de biens sociaux, c'est-à-dire qu'il y a eu des détournements de fonds, il y a eu de l'argent qui a été volé. On entend beaucoup de scandales, par exemple, sur des promoteurs qui étaient peu scrupuleux et qui ont commencé à construire alors qu'ils n'avaient même pas les titres de propriété. D'accord? Il y a eu des scandales à Casablanca sur ce point-là. Vous avez des gens qui construisent comme ça et qui n'ont pas réussi à avoir suffisamment de fonds de roulement, ce qui fait que quand il y a un moment, ils n'arrivent plus à payer, plus payer les salariés, plus payer les marchandises, exactement. Et vous retrouvez des chantiers à l'arrêt et vous retrouvez le promoteur qui a disparu et qui se retrouve en difficulté. Les acquéreurs exactement qui ont commencé à financer. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que parfois les gens avaient donné la totalité des fonds aux promoteurs. Et donc, pour éviter ça, le législateur a mis en place la VFA. Et le but, c'était de donner tranche par tranche des sommes d'argent. C'est-à-dire que je ne donne pas la totalité de la somme au promoteur. Il n'y a pas aussi, je ne donne rien au promoteur. Il faut trouver un juste milieu. Et c'était la VFA. Ça veut dire que j'aide le promoteur en lui donnant un moyen de financement pour construire, pour la construction, mais en même temps, je protège l'acquéreur qui ne paiera il paiera la totalité qu'à la livraison du bien. Donc l'article exactement, il y a des pénalités de retard et les contrats peuvent contenir des clauses pénales avec des dédommagements, des réductions sur le prix final. Exactement. Donc là, on a un problème. On peut demander la nullité du contrat parce que ça ne correspond pas à ce... Je ne sais pas si, par exemple, vous avez acheté un appartement avec 3 chambres, vous vous retrouvez avec un appartement qui a 2 chambres. Effectivement, ce n'est pas le même contrat. Donc, c'est un vice du consentement et donc ça peut entraîner la nullité exactement du contrat. Dans l'article 618-1 est considéré comme vente d'immeuble en état futur d'achèvement, toute convention par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé et en transférer la propriété à l'acquéreur en contrepartie d'un prix par ce dernier au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Donc voilà pour la VFA, les dispositions qui se voulaient beaucoup plus protectrices, rigoureuses que ce qui était le cas, ce qui était avant. Donc la VFA, c'est l'achat sur plan,
D'accord? C'est-à-dire que vous achetez, l'immeuble n'est pas encore en construction. C'est par exemple les petits bureaux que vous voyez sur des terrains où l'immeuble en fait n'est pas encore existant. Et puis vous allez à l'intérieur et le vendeur vous présente des plans. Et maintenant ils font des simulations en 3D et vous disent voilà l'appartement que vous voulez, comment il est. Ou sinon, ils vous emmènent dans un immeuble qui est équivalent à celui qu'ils vont construire et ils vont avoir ce qu'on appelle un appartement témoin. D'accord? Donc, c'est ça la VFA. Donc, c'est un contrat par lequel l'acheteur acquiert un bien immobilier en cours de construction. Désolé, cours, j'ai oublié un S. Donc, en cours de construction, en contrepartie, le vendeur s'engage à lui livrer le bien une fois achevé. Donc, la VFA, c'est la vente immobilière avec des aménagements. D'accord? C'est une vente immobilière, mais avec des aménagements en matière de versement des fonds. La VFA se fait devant notaire. D'accord? On ne peut pas avoir une VFA comme ça. D'accord? Il faut garantir au futur acquéreur que le bien va être construit et qu'il a obtenu toutes les autorisations pour la construction. D'accord. Est-ce que vous avez des questions concernant la dispersion des sources et la multitude des intervenants en matière de droit foncier? Non, c'est bon, c'est clair. Vous avez vu qu'en fait, le droit foncier, il n'est pas uniforme. Il est éclaté, les sources, elles sont dispersées. Vous pouvez avoir des dispositions dans des DAIR, comme vous pouvez avoir dans le Code des droits réels, dans le DOC. D'accord? Merci.